Bonjour à tous, je remercie l'espace régional d'éthique de m'avoir invité à vous parler de l'impact du numérique sur la relation de soins, notamment sur l'impact des outils sur les hommes. Évidemment, c'est une conférence enregistrée aujourd'hui, mais on se retrouvera lors de la rencontre annuelle des structures éthiques d'Occitanie qui aura lieu a priori le 20 janvier après-midi. Donc ce jour-là, je serai présent pour répondre à vos questions, bien sûr, mais si dans l'intervalle, quand vous aurez visionné l'intervention, vous avez des questions, vous pouvez les poser d'ailleurs aux autres intervenants aussi pour les autres conférences via l'espace régional d'éthique sur le mail que vous connaissez bien. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Quelques petits mots introductifs. Je voulais resituer, si vous en êtes d'accord, qu'est-ce qu'on appelle la santé numérique. Alors, la santé numérique, on la qualifie assez facilement comme l'utilisation d'outils, de services ou de processus qu'on qualifie d'électronique et ou d'informatique et qui vont permettre d'assurer des services de santé ou de favoriser une meilleure santé. Alors évidemment, c'est quoi qui est concerné dans cette définition ? On a bien sûr tout le stockage, tout le traitement, toute la réception et toute l'émission des informations de santé. On précise aussi que ces outils et ces processus impliquent ou non de l'intelligence artificielle ou de la robotique, parce qu'on a trop souvent tendance à associer numérique et intelligence artificielle, mais ça ne va pas forcément de pair. Alors, quelques éléments de contexte également supplémentaires. Le numérique dans la santé, je crois que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que sa diffusion est extrêmement rapide, qu'elle est irréversible, au sein de notre système de santé qui a été notamment impulsé par Ma Santé 2022, j'en redirai un mot juste après. Le numérique est appelé à prendre aussi de plus en plus d'importance dans la réponse des défis de la santé publique. Le numérique participe également au renforcement de la qualité et de l'efficience de notre système de santé. On pourra en parler, je répondrai à vos questions sur ces sujets-là. Le numérique participe au déverrouillage des clivages traditionnels, notamment par exemple entre la ville et l'hôpital. Le numérique facilite l'émergence d'un système de santé apprenant, ça c'est très important avec malgré tout les systèmes de santé aujourd'hui auto-apprenants et les outils auto-apprenants, ce qui va permettre de cadrer les innovations médicales, les innovations techniques et les innovations managériales. Évidemment, tout ça nécessite de renforcer l'accompagnement des acteurs par une analyse assez continue des enjeux éthiques associés à ces technologies et à leur évolution future. Et avant de se lancer dans le détail des outils et des implications éthiques que ça pourrait avoir, je voulais juste rappeler que l'utilisation du numérique, mais j'y reviendrai à la fin, ne doit pas pénaliser les citoyens du non-numérique. Vous savez, c'est la fracture numérique, qui sont souvent en situation de grandes difficultés, et particulièrement dans le domaine de la santé. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Quelques mots, si vous voulez bien, de Ma Santé 2022. Donc Ma Santé 2022, c'est le plan de 4 ans de la France sur la santé, on le sait, qui est extrêmement favorisant, notamment pour le numérique, parce qu'il n'y a pas que ça, bien sûr. Et dans Ma Santé 2022, on retrouve une doctrine du numérique en santé qui propose de définir et d'assurer le portage d'un cadre éthique qui va intégrer la totalité des dimensions de l'éthique, on y reviendra, l'ensemble des acteurs de l'écosystème de la e-santé, que ce soit les citoyens, les professionnels de santé et les industriels, mais qui intègre aussi bien sûr les moyens, qui sont les référentiels de labellisation et de certification éthique des outils numériques, puisque, vous le savez, on en reparlera, mais que les outils numériques, pour qu'ils soient inscrits dans l'espace numérique de santé des Français ou dans le bouquet de services des professionnels de santé français, ils devront être labellisés de manière à assurer une garantie sur leur sécurité, leur efficience et évidemment leur fiabilité. Garantie des moyens aussi en ce qui concerne l'éthique by design, puisque dans la conception
des outils numériques, la délégation du numérique en santé, au travers de groupes de travail, a proposé de décliner ce qu'était l'éthique by design dans la conception des outils numériques. Et avec un autre axe extrêmement fort, pour que tout ça ne reste pas une question de spécialistes, eh bien, il faut tout un volet de sensibilisation du grand public sur laquelle la délégation du numérique en santé est en train de travailler actuellement. Juste quelques mots, on ne peut pas la projeter aujourd'hui, mais vous l'avez tous en tête. Eh bien, c'est la maison de Ma Santé 2022 qui permet justement de voir où sont situés l'ensemble des outils, avec, je vous le rappelle, un cadre d'urbanisation précis, l'État gérant toute la partie des infrastructures qu'on assimile souvent à la ville, qui seraient l'électricité, les ponts, les égouts, et les industriels avec leurs applications et leurs outils numériques venant se pluguer sur cette infrastructure. Donc dans la maison, on trouve trois niveaux. Le niveau du sous-sol dans lequel on trouve les référentiels socles, avec par exemple des outils éthiques qui sont déclinés et des outils de sécurité. Je prends juste un exemple comme la ICPS. Au niveau juste au-dessus, mais pas encore dans la maison, on a les services socles avec tous les outils de coordination et notamment le DMP. Dans la maison, on va retrouver tous les services qui sont utilisés et par les professionnels de santé et ou par les patients. Et au niveau au-dessus, bien sûr, on génère de la donnée ou on utilise des données pour optimiser tout ça, et c'est le Health Data Hub. Alors, moi, je vous propose de décliner mon propos avec trois types d'outils, puisque l'idée, c'est de faire une petite revue sympathique des outils numériques qui sont utilisés aujourd'hui dans la santé en France. Et du coup, je les ai divisés en trois. Des outils de gestion qui seraient plutôt destinés à l'hôpital et aux professionnels de santé, des outils qui seraient plutôt destinés aux patients, et des outils communs. On va voir que c'est les plus nombreux. Si vous voulez bien, on va commencer par les outils de gestion, qui sont des outils qui permettent de gérer les processus, les ressources et les soins pour les structures de santé et les professionnels de santé. Alors, un qui me vient à l'esprit tout de suite, et notamment pendant cette crise, évidemment, c'est les outils qui permettent de gérer les lits et les files actives de patients. Alors évidemment, c'est très utile, puisque les moyens humains ne suffisent pas aujourd'hui de manière optimale pour aller répartir les patients au sein d'un hôpital quand on a des afflux importants au niveau des urgences ou pour les soins courants. Donc du coup, on retrouve un certain nombre d'outils comme ça qui sont très très efficaces et qui vont pouvoir permettre de prioriser et d'affecter. Alors, ça marche très bien. C'est encore à l'étude. Pour certains, ils peuvent être améliorés, bien sûr. Alors là, ça pose une question évidemment éthique tout de suite, c'est quels vont être les critères qui vont être définis pour aller orienter les patients dans tel ou tel lit. Est-ce qu'on va pouvoir les prendre en charge ou ne pas les prendre en charge? Donc je pense que là, il y a un débat éthique de société extrêmement important, et en particulier aujourd'hui en période de Covid. Qui est-ce qu'on va pouvoir prendre en charge? Où est-ce qu'on va le mettre? Dans quelle unité? Comment est-ce qu'on peut le faire? Donc ça, c'est des réflexions qui ont été priorisées dans cette période compliquée. Évidemment, on sait que la gestion des lits à l'hôpital, c'est quelque chose de sensible, que lors des cyberattaques, les personnes qui font ce genre d'action essaient d'avoir des informations sur les lits dans les hôpitaux. Donc du coup, la cybersécurité doit être quelque chose d'extrêmement important dans la réalisation et la mise en œuvre de ces outils. Deuxième type d'outils qui se sont développés depuis des années, outils numériques aussi faisant là pour le coup appel à de l'intelligence artificielle, c'est les outils de prédiction et de propagation des épidémies. Moi j'en ai deux que je pourrais vous citer. Il y en a un qui s'appelle MAIME et un autre qui s'appelle HealthMap, qui ont été utilisés pour la prédiction du virus Zika, de la dengue, mais également du paludisme. Donc ça, c'est des outils qui permettent, entre guillemets, de voir venir les épidémies ou de mieux les voir venir. Donc là, évidemment, ça pose bien sûr la question de la fiabilité des données, de la diversité des données et des algorithmes de traitement pour que ces outils ne mènent pas à des prédictions qui ne seraient pas en conformité avec ce qui se passe. Troisième type d'outils,
les outils de partage d'informations. Donc ces outils de partage d'informations, on va y retrouver des outils de partage d'examens médicaux, mais également par exemple de radiologie ou de résultats de biologie. Et là, ça pose la question de la fiabilité, bien sûr, surtout de la sécurité des datas et du chiffrement des données qui sont utilisées pour transférer ces systèmes. Quatrième outil, les outils de diagnostic. Alors, en France, vous savez que le Code de la santé publique ne permet pas à un outil numérique de faire du diagnostic. Le diagnostic, il est réservé par le Code de la santé publique à un certain nombre de professions médicales. Par contre, dans d'autres pays, ça peut fonctionner. Et par exemple, on a vu fleurir des outils justement de prédiction du Covid en Chine et au UK. Sur le Covid, je vous le disais, mais je crois qu'il y a un exemple célèbre qui est le diagnostic de la rétinopathie diabétique qui est réalisable maintenant aux USA via un robot qui fait appel à de l'analyse d'images de fond d'œil. Donc ça, c'est des technologies qui ne vont pas jusqu'au diagnostic en France, mais qui vont jusqu'au diagnostic aux États-Unis. Et ça mérite qu'on suive ces technologies, puisque, évidemment, comme pour la radiologie, elles vont permettre aux médecins ou à d'autres professionnels de santé de prendre des décisions. Alors là, ça pose la question, évidemment, en termes d'éthique, des données utilisées, de la fiabilité des algorithmes et de leur explicabilité, c'est très important, de la détermination des marges d'erreur, puisqu'on sait que tout algorithme sur de l'analyse d'image peut comporter une marge d'erreur, et ça, moi je pense que c'est aux sociétés savantes de gérer ces marges d'erreur. Ça pose la question de la supervision humaine, de manière à ce que ça ne soit pas que l'outil numérique qui propose ou qui fasse ce diagnostic. Et évidemment, ça pose la question plus largement du big data, puisque quand on s'inscrit dans ces notions de big data, par définition, on traite une grande quantité de données liées à une grande quantité d'individus. Or, quand on est un individu soi-même qui allons à l'hôpital, on ne veut pas un traitement pour un groupe d'individus, mais on veut un traitement pour soi. Donc, comment faire descendre ces analyses du big data jusqu'à la personne elle-même, de manière à bien rester dans la médecine personnalisée. Et ça pose malgré tout un certain nombre de questions. Alors, dans ces outils qui sont utilisés par les structures, je voulais vous parler d'un autre qui est le jumeau numérique, dont on entend parler de plus en plus, et je voulais en dire deux mots parce qu'on le voit utilisé de plus en plus. Alors, qu'est-ce que c'est un jumeau numérique? Alors, un jumeau numérique, évidemment, c'est virtuel, c'est un jumeau d'une partie de soi. La définition, en fait, c'est la représentation virtuelle d'un objet, d'un corps déjà existant, qui va permettre la conception d'outils, la simulation, la surveillance, l'optimisation ou encore l'entretien de la partie qu'on aura modélisée. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Pour faire un jumeau numérique, par exemple, de mon cœur ou de mon foie, c'est une IRM qui va aller chercher ces données-là et on va reproduire de manière numérique l'organe qui est une copie du mien. Mais évidemment, l'idée, c'est de reproduire une multitude d'organes de manière à ce que ce soit fiable et que ce soit utilisable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces jumeaux numériques? Parce qu'on va les voir arriver. On les voit arriver, je vais vous donner un certain nombre d'exemples de manière importante actuellement. Alors, ces jumeaux numériques, ils vont servir par exemple à tester un produit ou un service en temps réel sur ce modèle numérique. Je parlais tout à l'heure de mon cœur, de mon foie ou de mes articulations. De manière tester ce produit, à anticiper d'éventuels problèmes qui pourraient parvenir sur l'utilisation notamment de ce produit sur l'organe. Évidemment, ça va servir à faire de la formation, on y reviendra, mais surtout de la simulation, c'est-à-dire qu'avec le jumeau numérique, on va pouvoir préparer pour une personne donnée une intervention chirurgicale complexe de manière à ce que le chirurgien sache où il va avant d'ouvrir le patient. Et ça va également permettre aux médecins et aux chirurgiens, en termes de formation, de s'exercer avant de passer à l'acte sur un être vivant, en connaissant précisément la zone à traiter et les réactions que pourraient avoir ces zones traitables de patients. Alors ça sert aussi beaucoup, et là on en entend parler ces dernières semaines, à la mise au point de traitements médicamenteux,
parce que du coup, les jumeaux numériques, quand on va tester des nouveaux médicaments sur ces modèles-là, ça va permettre d'anticiper le futur et d'optimiser, entre guillemets, la vision de l'efficacité des médicaments sur le corps humain, en simulant des organes, je vous le disais, tels que le cœur, le foie, le poumon ou autres, dans un état sain ou pathologique, de manière à anticiper les actions des molécules développées. Ça va évidemment, vous l'imaginez bien, optimiser les cycles de développement des traitements en accélérant les temps de développement, mais aussi en diminuant les coûts de recherche, dont on sait que pour un médicament, ils sont extrêmement élevés, ou pour un dispositif médical d'ailleurs, c'est pareil. Ça va permettre de réduire les essais sur l'homme et sur l'animal et amoindrir les risques des essais cliniques en éliminant d'office les scénarios qui seraient trop dangereux. Évidemment, ça sert aussi à prédire les interactions médicamenteuses. Et là où je voulais en venir, c'est que la HAS aux USA vient de donner l'autorisation le mois dernier de faire un test médicamenteux sur le bras témoin à l'aide d'un jumeau numérique. Donc on voit que ce sont des outils qui arrivent en force et qui seront certainement très utiles. Alors du coup, vous savez, avant on parlait d'essais in vivo lorsqu'ils étaient effectués sur des organismes vivants. On parlait aussi d'essais in vitro lorsqu'ils étaient réalisés dans des tubes à essai. Maintenant, on peut parler d'essais in silico qui bien sûr fait référence au silicium des ordinateurs. Alors du coup, le jumeau numérique, pour en revenir à l'éthique, parce que c'est très important, pose une question majeure. J'en pose juste une parce qu'il y a plein de choses dont on pourrait discuter sur le jumeau numérique et je me tiens à votre disposition pour ça. C'est que vous, si vous êtes patient, est-ce que vous allez préférer utiliser un dispositif médical ou un médicament qui aura été testé sur des millions de patients numériques ou juste sur quelques dizaines d'humains? Et ça mérite d'y réfléchir. Et ça, je pense qu'on pourra y revenir. En tout cas, c'est un sujet passionnant sur lequel on pourrait débattre. Si on veut poursuivre rapidement sur les outils de gestion pour les structures hospitalières et les professionnels de santé, on retrouve évidemment tous les outils de sécurisation de l'information avec un développement accéléré aujourd'hui dans le cadre de Ma Santé 2022 de la MSS, de la messagerie sécurisée de santé, avec les mails sécurisés, aujourd'hui qui vont être étendus aux structures médico-sociales, avec une question quand même, c'est que évidemment ces mails ne sont réservés qu'aux professionnels de santé, ils sont sécurisés. Quid de l'envoi de mails aux patients eux-mêmes? On sait que c'est compliqué aujourd'hui, mais en tout cas, ça méritera d'y réfléchir. Dans ces outils, on va pouvoir aussi trouver des outils de téléexpertise. Donc ça, on sait tous ce à quoi ils servent. Aller chercher l'expertise d'un spécialiste d'organes, par exemple, après une analyse ou une radiologie. Là, ça pose bien sûr la notion de sécurité de la transmission de l'information et bien sûr du secret médical. On va retrouver aussi les logiciels d'aide à la décision pour les professionnels. Ça, ce sont des outils, par exemple, qu'on va retrouver sur les ordinateurs ou du pharmacien à l'officine ou du médecin dans son cabinet, sur des pathologies très spécifiques ou des traitements très spécifiques, où là, le praticien va aller, entre guillemets, se rafraîchir la mémoire sur des choses de pointe qui seraient sorties très très récemment. Évidemment, c'est des outils qui permettent de prendre des décisions, parce que quelquefois, ces professionnels ont le patient en face, et donc du coup, c'est des outils qui doivent être fiables, qui doivent évidemment se plier à la supervision humaine, parce que là, c'est l'humain qui, évidemment, en dernier mot, fait le diagnostic et donne le conseil. Et là, encore une fois, que ces outils permettent de faire de la décision individuelle et pas que pour le plus grand nombre. On retrouve également dans cette même veine les outils d'aide à la prescription, mais également des outils qui vont servir à faire de la simulation. Donc ça, ces outils qui servent à faire de la simulation, on y reviendra tout à l'heure du côté patient, ils vont permettre, entre autres, d'instaurer des traitements pour les patients à distance. Alors, évidemment, pour les professionnels de santé, je vous en parlais tout à l'heure, les professionnels de santé vont pouvoir utiliser dans l'année 2021 le bouquet de services de Ma Santé 2022, où ils vont retrouver un certain nombre d'applications
et de systèmes informatiques qui auront été agréés et validés. Là, évidemment, ça pose la question plus largement de l'accès au plus grand nombre, et là je parle bien des professionnels de santé, que ce soit simple et facile à utiliser, mais je sais que c'est une préoccupation qui a été largement prise en compte aujourd'hui, et évidemment ça pose aussi la question pour ces praticiens du libre choix des outils qu'ils vont trouver dans cet espace et de la possibilité d'en utiliser d'autres, bien sûr. Si on veut passer maintenant aux outils patients. Alors, dans les outils numériques patients, exclusivement patients, et après on finira par les outils communs, on retrouve des outils classiques tels que des sites internet qui fleurissent, où les patients vont chercher de l'information, avec même quelquefois de l'achat de prestations de santé. Donc là, évidemment, ça pose de multiples questions, évidemment sur la fiabilité de l'information, sur la sécurité de ces sites, parce qu'on peut imaginer largement que quelqu'un qui va passer des heures à naviguer sur un site qui parle de cancer, l'analyse de data pourrait dire derrière que cette personne est susceptible de développer un cancer ou en a déjà un. Donc il faut rester extrêmement prudent par rapport à ça. Dans l'analyse des données, je parlais de la fiabilité bien sûr, du secret médical et du consentement des patients. Un sujet qui m'interpelle beaucoup aussi, c'est les réseaux sociaux. Je ne parle pas des messageries sécurisées, on en parlera tout à l'heure, des réseaux sociaux utilisés par les patients pour se transférer de l'information. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, dès qu'on transfère de l'information entre professionnels de santé eux-mêmes ou entre professionnels de santé et un patient, on est obligé d'utiliser, et c'est normal, des moyens sécurisés pour échanger de l'information. Par contre, quand les patients échangent entre eux, là, on n'a plus ces obligations de sécurité. Et moi, je pense que les patients doivent progresser sur la connaissance de ce qui peut se passer quand on utilise ces messageries, puisque aujourd'hui, on voit plusieurs choses sur ces messageries instantanées. Quand on les analyse avec des algorithmes qui sont faits pour, on voit que c'est extrêmement riche, puisqu'on peut même prédire des épidémies de gastroentérite, de grippe à l'aide des réseaux sociaux, puisqu'évidemment, quand des milliers de personnes vous disent qu'ils ont mal au ventre ou qu'ils vont aux toilettes régulièrement, dans la même région, ça peut faire penser que l'épidémie de gastroentérite arrive, donc c'est absolument pas anodin. Là, c'est pour la bonne cause, mais il y a d'autres éléments qui sont moins positifs. Et bien sûr, sur ces réseaux sociaux aujourd'hui, y compris dans la santé, on retrouve des influenceurs, comme dans la mode, qui vont donner des conseils, et c'est bien parce que quand c'est des utilisateurs, c'est parfait, mais sur les pompes à insuline ou sur un certain nombre d'autres éléments extrêmement sensibles, et ça pose bien sûr la notion de la formation de ces personnes et bien sûr de leur responsabilité. Donc les réseaux sociaux, je trouve que ça c'est des outils et des éléments qu'il faut garder à l'œil parce qu'ils sont très utiles, mais ils seraient un peu plus sécurisés, ce serait sûrement mieux. Un autre outil spécifique patient, les serious games. Donc, vous savez que les serious games, on en retrouve dans un certain nombre de thématiques. Il y en a beaucoup en diabétologie, par exemple. Ils vont permettre aux patients d'apprendre en jouant, en s'amusant, et ça marche très très bien. Ça pose évidemment la question de l'utilisation des données derrière. Comme toujours, la donnée revient tout le temps. De la sécurité, de l'ergonomie, du consentement du patient, et ça c'était extrêmement important, et bien sûr de l'accès à ces outils pour le plus grand nombre, parce que dans le cadre de la fracture numérique, il ne faut pas qu'on ait des outils tellement compliqués à utiliser ou devant tourner sur des machines avec, entre guillemets, beaucoup d'énergie et de puissance de calcul, et qu'il y ait juste une frange de la population qui puisse se les procurer. Une thématique qui me tient beaucoup à cœur, c'est le nudging. Alors, le nudging, on va en redire deux mots. Le nudging, c'est quoi? C'est de l'incitation comportementale. Alors attention, les mots font peur et il faut en effet ne pas en avoir peur, mais en avoir peur aussi. Le nudging, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la santé, qui concerne plutôt les hommes. Quand les hommes, dans certains lieux publics, vont aux toilettes, on va retrouver dans les pissotières une petite mouche dans la pissotière qui va inciter le monsieur qui est là à uriner plutôt dans la bonne direction. Donc ça s'appelle le nudging et on voit que c'est très efficace puisque ça permet d'induire le comportement d'un certain nombre de gens. Donc ça, ce nudging, il est utilisé dans la santé
notamment aujourd'hui pour faire de la prévention, mais pour aussi orienter peut-être les patients dans le cadre d'un outil numérique vers telle action plutôt qu'une autre, ou en leur expliquant que tel groupe de patients qui souffrent des mêmes pathologies qu'eux, c'est une autre forme de nudging, on fait plutôt ça que ça. Alors ça peut être extrêmement efficace, le nudging. On pourrait prendre plein d'exemples, mais je pourrais y répondre le 20 si ça vous intéresse. Derrière tout ça, à côté de cette efficacité, on a parlé tout à l'heure de risque d'influence des individus. Donc tout ça doit être placé, je dirais, sous contrôle et sous surveillance. Peut-être pas à valider jusqu'à un comité d'éthique, mais peut-être quand même, parce que du coup, dès qu'on touche au comportement, on peut activer des leviers extrêmement importants dans la maladie chronique, par exemple, mais il faut rester prudent par rapport à tout ça. Comme tout à l'heure, on a parlé du bouquet de services professionnels de santé. Vous savez que les patients dans l'espace numérique de santé vont avoir accès à un store patient où ils vont pouvoir aller sélectionner des applications numériques qui auront été éprouvées, donc qui seront fiables. Et donc là, évidemment, en termes d'éthique, la fiabilité, la garantie de la fiabilité revient au premier rang, mais ça, j'ai aucun doute par rapport à ça. Et on retrouve toutes les questions, bien sûr, de sécurisation de la data, du transfert de l'information, bien sûr du consentement et bien évidemment de l'ergonomie, puisque pour que le plus grand nombre des patients aient accès à ces outils. Alors maintenant, une série d'outils communs, puisque je vous avais dit, outils pour les professionnels de santé et les structures, outils pour les patients, outils communs. Alors dans les outils communs, on en a beaucoup, donc je vais en citer que quelques-uns. Alors, on a tout ce qui concerne les outils de préparation de l'hospitalisation, puisque évidemment, ça a de l'intérêt et pour les patients et pour les établissements de santé. Donc, la préparation de l'hospitalisation, bien sûr, ça va aussi bien recueillir des éléments administratifs du patient que des éléments cliniques, puisqu'on sait que, par exemple, dans le cadre d'une chimiothérapie qui doit se dérouler à l'hôpital, si les globules blancs ne sont pas bons, peut-être qu'on va demander au patient de ne pas venir parce qu'on va retarder la chimiothérapie. Donc on voit bien que ces outils de préparation de l'hospitalisation, ils sont importants, ils peuvent faire gagner du temps à tout le monde, éviter aux gens de se déplacer quand ce n'est pas possible ou que ce n'est pas utile. Donc ces outils, ils sont utilisés assez largement aujourd'hui, avec bien sûr toutes les questions derrière, à nouveau, de la data, de la fiabilité, de l'ergonomie, puisque je suis frappé de voir aujourd'hui qu'à la SNCF, on ne peut presque plus acheter ses billets que sur Internet. Et du coup, ça pose la question des personnes âgées ou des personnes non pas âgées, mais qui ne seraient pas équipées d'outils informatiques et qui doivent quand même pouvoir avoir accès à ces outils de pré-admission à l'hôpital. Ça pose bien sûr aussi la question du consentement. On retrouve aussi dans les outils communs les outils de téléconsultation et les outils de deuxième avis, puisque quand les patients veulent prendre un deuxième avis, il y a des sites aujourd'hui qui permettent d'être mis en relation avec un spécialiste. Là, évidemment, encore une fois, la data, la sécurité, le secret médical, l'ergonomie et l'accès pour le plus grand nombre avec derrière le consentement. Dans les outils communs, on retrouve aussi beaucoup d'applications mobiles qu'on appelle de self-monitoring, donc qui vont donner des conseils sur l'alimentation, qui vont mesurer l'activité physique, mais parfois aussi l'activité cardiaque et ou des éléments cliniques liés au diabète, et qui vont permettre soit d'être utilisés par le patient, pour prendre des décisions, ou qui seront partagés avec le professionnel de santé dans le cadre du parcours de soins. Donc ça peut être bien sûr des dispositifs portables, médicaux, qui vont inclure par exemple des capteurs et qui vont collecter des données, par exemple, en continu. Ça peut être le cas du diabète, par exemple. Donc là, bien sûr, encore, extrêmement sensible la fiabilité, la collecte des données, le chiffrement de ces données lorsqu'ils sont transférés, tout le secret médical, le consentement du patient, mais éclairé. Je sais que c'est des mots qu'on a tendance à galvauder, mais qu'on ne doit pas galvauder. Le patient doit donner son consentement en ayant compris ce qu'on va lui demander de faire et quelles vont être les implications, la destination, la durée. Et bien sûr, encore une fois, de pouvoir prendre des décisions, là, dans le cadre du big data, des définitions personnalisées et pas par rapport à un groupe d'individus, même s'il est homogène. On retrouve dans ces outils les messageries instantanées de santé. Donc c'est différent de ce que j'appelais tout à l'heure les réseaux sociaux. Donc les messageries instantanées
de santé. Évidemment, elles sont instantanées. C'est un peu différent de la messagerie de santé sécurisée. Dans les messageries de santé instantanées, on va pouvoir chatter entre patients, mais également entre patients et professionnels de santé, poser des questions. Dans cette messagerie sécurisée, on va pouvoir aussi échanger un certain nombre d'informations ou de documents médicaux. Ce qui, bien sûr, va poser un certain nombre de questions sur la sécurité, sur le secret médical, évidemment le consentement, l'ergonomie, mais également sur le fait que lorsque les patients ont à disposition ces messageries instantanées, bien être vigilant que si le patient pose une question via ces outils, eh bien, il faut le prévenir si ce ne sont pas des outils de gestion des urgences, qu'il n'aura pas une réponse immédiatement. Donc ça pose beaucoup de questions sur la structuration des process, l'organisation des soins, même si ces outils sont extrêmement importants parce qu'ils permettent de décloisonner les relations entre notamment la ville et l'hôpital, mais aussi entre les différents professionnels de santé. Dans les outils aussi communs, on va retrouver en bonne place les robots conversationnels. Donc les robots conversationnels, ils vont servir de manière sympathique et agréable, soit à vous donner de l'information en répondant à vos questions de manière orale ou écrite, soit à aller vous questionner sur des éléments cliniques dont les professionnels de santé auraient besoin pour préparer votre consultation à l'hôpital. Donc ces robots conversationnels aujourd'hui, ça marche très bien dans la santé. Ça pose un certain nombre de questions. La première, c'est que ils sont souvent de très très bonne qualité et du coup le patient ou l'usager qu'on peut être ne sait pas forcément dans un premier temps qu'il discute avec un robot. Donc bien lui dire, et ça c'est extrêmement important, que la discussion se fait avec un outil numérique et pas avec un humain. Donc ça c'est important, le consentement et l'explication de ces outils aux utilisateurs. Et bien sûr là encore, l'ergonomie et la supervision humaine sont de mise. On retrouve aussi un certain nombre d'outils communs qu'on connaît tous, qui sont les coffres-forts numériques ou les dossiers médicaux, qui vont contenir évidemment un tas d'informations patients. Ça peut être le DMP, bien sûr, le carnet de santé numérique ou des dossiers patients numérisés. Là encore, la fiabilité, la sécurité et la facilité d'accès, puisque ça va permettre de retrouver ces vaccins, ces choses comme ça. Et il faut que tout le monde puisse avoir accès facilement à ces outils-là. On les retrouvera dans l'espace numérique de santé. Des outils qui me plaisent et m'interpellent à la fois, les outils de guidage des patients, puisque se développent aujourd'hui des outils qui vont permettre de faire que le patient, handicapé ou non, va pouvoir se repérer à l'intérieur d'une structure de santé, éviter qu'il se perde entre deux rendez-vous. Mais certains fabricants proposent aussi un accompagnement depuis la sortie du domicile jusqu'à l'arrivée de l'hôpital, avec des informations qui permettent à la structure hospitalière de savoir quand le patient franchit le portail du parking. Et donc, c'est très utile. Je pense que pour les patients, ça peut être très rassurant aussi. Bien sûr, il faut pouvoir y accéder et être équipé des outils numériques en termes de téléphonie qui permettent de les utiliser. Mais je pense qu'aussi, il faut donner à ces patients la facilité de pouvoir les déconnecter au cours de leur trajet s'ils ne veulent pas les utiliser, puisqu'on sait que là, on est dans le cadre de la géolocalisation et que c'est extrêmement sensible. On a également les outils de recherche de professionnels de santé. Quand vous voulez trouver une infirmière libérale parce que la vôtre n'est pas disponible, ou de recherche de pharmaciens par exemple, ou de médecins. Là encore, l'ergonomie, la sécurité, mais également le libre choix du patient, de manière à ce qu'il n'y ait pas des orientations vers tel ou tel professionnel de santé. On trouve aujourd'hui, lié à la crise, l'arrivée d'outils également dits éducation thérapeutique, puisque l'éducation thérapeutique se faisait jusqu'ici en majorité en présentiel, le patient venant à l'hôpital. Aujourd'hui, évidemment, ce ne sont pas des activités, même si elles sont très importantes, qui sont prioritaires. Du coup,
un certain nombre d'outils très utiles et très intéressants arrivent sur le marché, qui vont d'ailleurs permettre de réduire la fracture numérique et l'accès à l'éducation thérapeutique, puisque un certain nombre de patients qui se trouvaient à plus de 50 km, souvent des hôpitaux, avaient du mal à s'y rendre. Donc du coup, c'est des outils numériques extrêmement intéressants, avec encore une fois les mêmes contraintes d'accessibilité, de sécurité, de faire que le plus grand nombre y ait accès. Mais là, en tout cas, ça participe à l'élargissement de l'accès à l'éducation thérapeutique pour ces patients. Alors évidemment, je vais terminer par deux outils qui sont utilisés beaucoup actuellement. C'est les outils de tracking. Donc les outils de tracking, on le sait, dans le cadre de l'épidémie, il y a une application française très utile, Tous Anti-Covid aujourd'hui, je me positionne et j'assume, qui permet, entre guillemets, d'être plus efficace sur le tracing des cas contacts ou des cas positifs sur le Covid. Ça a occasionné beaucoup de discussions, on l'a vu ces derniers mois, avec une faible utilisation française qui est en augmentation très croissante, et de mon point de vue, c'est très bien. Évidemment, le ministère de la Santé et du Numérique a tout fait, et c'est logique, pour rassurer les patients, puisque toutes les données sont en local sur les outils numériques des patients. Mais on voit bien que, là encore une fois, il y a besoin d'une information extrêmement importante et de développer la confiance des utilisateurs, puisqu'on voit bien que là, au départ, cette application n'a pas été utilisée, peut-être en grande partie par un manque de confiance. Non pas de transparence, mais un manque de confiance sur l'utilisation des données et des décisions qui pourraient être prises dans le cadre de ces outils numériques. Donc là, bien informer le patient sur la finalité, bien sûr, sur la proportionnalité, puisque est-ce que c'est utile et dans quel cas c'est utile et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est utile, parce que justement on a une épidémie extrêmement importante, et sur la durée dans le temps, bien sûr, puisqu'on pourrait se dire, mais à un moment donné, ces outils de tracking, ne faut-il pas, pour assurer la population, qu'ils soient encadrés et qu'ils s'arrêtent? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est un débat. Dernier outil, c'est les solutions de prise de rendez-vous en ligne. Ça, c'est très développé, on le sait aujourd'hui. Donc, il y a une entreprise française que tout le monde connaît, que je ne citerai pas, qui est spécialisée dans ce domaine-là. Donc, la prise de rendez-vous, c'est très utile aujourd'hui. Je veux rappeler simplement que, de mon point de vue, en tout cas, la prise de rendez-vous, c'est un échange de données médicales, puisque si Emmanuel Macron prend un rendez-vous dans un hôpital en cardiologie à plusieurs reprises, même si on n'a pas le nom du médecin et si on n'a pas d'éléments précis sur ces choses-là, par recoupement des données, on va savoir que le chef de l'État, il a peut-être des problèmes cardiaques. Donc la prise de rendez-vous, de mon point de vue, ça implique bien des données médicales, même si elles paraissent pas l'être à première vue, et ça demande de la sécurité dans la transmission des données, dans la sécurité des données et dans le chiffrement de ces données. Je terminerai par quelques considérations sur le développement du numérique. Alors, le développement du numérique, on a vu, il y a plein d'outils aujourd'hui à la disposition, ou pas d'ailleurs, des différents intervenants dont on parlait tout à l'heure de la santé, et que les conditions d'utilisation pour que ces outils numériques se développent et se placent dans le cadre d'un usage massif, ils sont multiples. Pour moi, le premier, c'est la confiance des patients dans l'utilisation de ces outils. Des professionnels de santé aussi, j'y reviendrai tout de suite après. La confiance des patients pour que les patients ils soient rassurés sur le risque de divulgation de leur vie privée et des conséquences sur leur vie sociale. Parce que ça peut avoir un effet très pervers, bien sûr, de la non-utilisation des outils, mais aussi de la perte de confiance dans la puissance publique, et ça, je pense que c'est le plus terrible. Après, ça peut avoir des implications aussi dans la confidentialité de la recherche et dans l'implication que les patients pourraient avoir à s'inclure dans des études cliniques. Et puis indirectement, à ne pas le sous-estimer, ça peut aller jusqu'à du harcèlement publicitaire, et bien sûr avec le fantasme derrière, un peu exagéré parfois, de la personnalisation ou du refus de contrat, que ce soit de travail, d'assurance ou de prêt bancaire. Donc la confiance des outils numériques que l'on doit donner
aux patients, elle est absolument majeure. Et donc, je pense que la finalité, le consentement sont quelque chose évidemment de majeur, mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Concernant les professionnels de santé, cette même confiance, on la retrouve au niveau bien sûr de la fiabilité des outils, mais également de leur responsabilité. Et là, aujourd'hui, on sait que l'Union européenne avance grandement sur, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, là pour le coup, et pas que d'outils numériques, sur la responsabilité civile de l'intelligence artificielle, et notamment ce qui est quelque chose de dérivé sur la propriété intellectuelle. Alors, pour que ces outils soient utilisés de manière massive, moi je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une validation des professionnels de santé de ces algorithmes et de ces outils derrière, absolument, avec bien sûr toute la supervision humaine qui va bien, des notions d'ergonomie, de sécurité, de fiabilité, ça je l'ai redit tout au long de mon exposé, des éléments d'éthique by design dans la conception de ces outils qui vont traiter du stockage et de l'utilisation des données, de la représentativité des données de manière à ce qu'il n'y ait pas de biais dans des algorithmes, de consentement bien évidemment et d'accessibilité, aussi bien en termes de support que de réseau et que de formation, puisque la formation aux outils numériques est extrêmement importante, aussi bien pour les professionnels de santé d'ailleurs, que pour les patients. Ça pose aussi la question pour le patient d'avoir la possibilité de consulter facilement les informations qu'il aura transmises via ces outils numériques, et ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Je m'arrête juste un instant sur le fait que les outils numériques, il faut être très prudent sur le fait qu'ils pourraient annoncer aux patients des mauvaises nouvelles. Et donc là, il faut que ce soit encadré très sévèrement, je pense, parce que évidemment, le patient, il a toute la liberté d'être informé sur sa santé, c'est notre santé après tout, sauf que tout le monde n'est pas à même, à tous les moments de la vie, d'assumer de la même manière des annonces qui seraient malheureuses. Donc je pense qu'il faut être très prudent sur ce que pourrait occasionner justement l'utilisation de ces outils numériques dans les annonces. Et je finirai en redisant une phrase que j'ai dit au début, la révolution numérique, elle est en marche, elle est importante, mais elle ne doit pas pénaliser les citoyens du non numérique qui sont souvent en situation de grande fragilité et particulièrement dans le domaine de la santé. Donc voilà ce que je voulais vous dire, je vous remercie bien sûr, et je me tiendrai à votre disposition pour répondre à vos questions lors de cette demi-journée de travail. Merci beaucoup.